Je vous laisse vous installer. On va démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Installez-vous. On va démarrer cette plénière. J'espère que les ateliers de ce matin se sont bien passés. La journée d'hier a été riche, dense, beaucoup d'informations, beaucoup d'échanges. On va continuer. Je suis ravie de vous retrouver pour cette plénière. On va tracer les perspectives du numérique à moyen et à long terme pour continuer un petit peu sur cette aventure et voir comment se dessine l'horizon. Et alors pour cette dernière table ronde, j'accueille Anne Daziniera-Pichon, qui est directrice de projet à la délégation ministérielle au numérique et en santé. Bonjour et bienvenue Anne. Mathieu Faure, directeur de projet à la délégation ministérielle au numérique en santé. Denis Leblanc, PMO du programme ESMS numérique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Anne Laurin, responsable de mission à l'agence du numérique en santé, par ici. Et Claire Lenain, directrice territoire et expérience client à l'agence du numérique en santé. Bienvenue à vous. Et nous sommes en ligne avec Ella Gariani, qui est co-responsable du numérique en santé à la délégation ministérielle au numérique en santé, à la DNS. On la voit ici, elle est en visio. Bienvenue à tous. Alors, les femmes sont en force aujourd'hui sur le public, c'est bien. Donc, on va commencer à tracer un petit peu les perspectives avec les échanges avec vous. Et on va commencer avec Ella, l'avantage à la visio. Ella Gariani, j'aimerais bien que vous nous traciez ou que vous nous présentiez un petit peu la feuille de route pour les années à venir. Merci beaucoup Émilie, bonjour à tous. Tout d'abord, désolée de ne pas pouvoir être parmi vous, je le regrette vraiment. En plus, j'ai eu pas mal de photos qui m'ont été envoyées depuis hier soir et l'ambiance au-delà des échanges a l'air d'être riche et sympa. Donc, c'est un plaisir pour moi de pouvoir introduire cette table ronde, même si c'est malheureusement à distance. Alors d'abord, avant de parler de la feuille de route de manière générale pour le secteur du médico-social, je veux déjà vous donner quelques éléments de manière un peu transverse sur la stratégie du numérique en santé dans son ensemble. Vous le savez, on travaille aujourd'hui à la mise en œuvre d'une feuille de route qui a pris sa genèse, entre guillemets, en 2018, avec à l'époque un rapport qui avait vocation à dire quels étaient les freins au développement des usages utiles du numérique dans le champ de la santé, avec toujours en tête cette acception de la santé comme réunissant le champ du sanitaire et du médico-social, sans quoi on ne peut vraiment pas faire de promesses aux patients, aux citoyens, aux usagers concernant la fluidité ou même la qualité de leur parcours de santé. Donc, à l'époque, cette vision, elle a été synthétisée sous la forme d'une maison qui dit ce que l'État doit faire, c'est-à-dire fixer le cadre, les règles, les référentiels, les services socles, mettre à disposition les services publics qui ont vocation à être universels, comme par exemple le carnet de santé des Français avec Mon Espace Santé, et à aussi définir toutes les modalités d'action en appui des acteurs de l'écosystème, que ce soit les acteurs de santé que les éditeurs du secteur qui sont un jalon un maillon hyper important de la chaîne pour développer des solutions de qualité sur le terrain. Donc cette feuille de route, elle a été initiée à l'époque en partant d'un existant et on a travaillé à la DNS mais aussi avec tous les acteurs de l'écosystème d'arrache-pied pour faire que cette vision, elle devienne réalité. Et on est aujourd'hui à un moment assez charnière, presque, on va parler du programme ESMS numérique et de façon générale du déploiement de la feuille de route du numérique dans le médico-social. On est à un moment charnière où on doit encore faire atterrir un grand nombre d'initiatives et on a encore, entre guillemets, beaucoup de travail sur la planche. Mais néanmoins, si on regarde dans le rétroviseur
Et pour le coup, pour moi, je le fais avec un peu d'émotion aussi, parce que quand j'ai rejoint la DNS il y a 2 ans et demi, en fait, je suis un peu naturellement allée vers les sujets du médico-social parce que ça me parlait. Et à l'époque, je me souviens, on avait lancé des groupes de travail dans le cadre du CNS et dans le cadre de nos échanges avec les acteurs de l'écosystème, on partageait souvent cette idée de dire le niveau de maturité dans le secteur du médico-social, il n'est pas exactement le même. Ou bien, historiquement, on n'a pas eu les mêmes opportunités en termes d'investissement. Moi, j'ai l'impression, en regardant dans le rétroviseur, que depuis 3 ans, les acteurs se sont quand même largement structurés. Ils se sont empris du sujet. Quelque part, nous aussi, dans notre rôle au niveau national, on s'est empris du sujet avec un plan d'investissement historique pour finalement mettre à jour et déployer massivement des solutions numériques qui sont utiles à la coordination des parcours et à la prise en charge des personnes dans le secteur médico-social. Et franchement, quand on regarde ce qui s'est passé sur les 3 dernières années dans le champ du médico-social, je pense qu'on peut collectivement être assez fiers de ce qu'on a réussi à mettre en place. Mais je le disais, bien évidemment, il nous reste encore du pain sur la planche et pas mal de choses à faire. Et donc, dans ce cadre-là, nous, à la DNS, vous pouvez compter sur nous. On va garder le même niveau de détermination et de motivation. Vous le savez, il y a quelques mois, Laura et Dominique sont allés, chacun d'entre eux, se consacrer à de nouvelles aventures. Avec mon collègue Raphaël Beaufray, que vous avez pu croiser hier pour la remise des titres des lauréats de l'appel à projet structure 3.0, on a pris la relève. Et on a surtout toujours à nos côtés une équipe qui est super mobilisée, qui est super investie sur ces sujets, que ce soit Anne et Mathieu que vous allez voir dans le cadre de la table ronde, ou les collègues à l'ANS, à la CNSA, à la NAP également, Odile que vous avez, j'imagine, croisé dans tous les 4 coins de ces journées du numérique dans le champ du médico-social. On garde le même niveau de détermination, le même niveau d'ambition et la même méthodologie, on va dire, d'écoute, de concertation et de travail avec les acteurs de l'écosystème. Ça nous tient à cœur. Quelque part, c'est notre ADN. Au final, on fait travailler que comme ça. Donc, j'espère que vous pouvez compter sur nous, et que nous, on pourra aussi compter sur vous sur les mois et les années à venir. Donc, nous, on a eu la chance avec Raphaël de prendre la relève au sein de la DNS. On a plein d'enjeux nouveaux qui vont s'offrir à nous, sur lesquels on va devoir travailler collectivement. Et comme je le disais, on va faire preuve du même niveau de détermination et du même niveau d'engagement. Donc, concrètement, un peu pour inscrire cet exercice dans le cadre d'un programme collectif, on va ouvrir là un nouveau livre qui est le fait de rédiger ensemble la feuille de route du numérique en santé pour les années à venir. En gros, on se dit que on a réalisé quand même pas mal de choses sur les 3 dernières années, qu'il nous reste pas mal de travail à réaliser. On va vraiment garder cette forme de continuité aussi bien pour faire atterrir les programmes qui sont lancés, je parlais de SMS numérique, du Ségur numérique de manière générale, mais aussi ce cadre d'urbanisation où pour nous, vraiment la meilleure manière de travailler ensemble pour développer les usages du numérique en santé, c'est que l'État joue un rôle de régulateur, d'animateur et que les acteurs économiques du secteur développent les solutions à valeur ajoutée sur le marché, sauf quand l'État doit intervenir en développant une solution où il n'y a pas vocation à avoir de marché parce qu'il en va soit de notre souveraineté, soit du service public qu'on est en mesure ou même en obligation de rendre aux citoyens. Et comme je le disais tout à l'heure en introduction, c'est pour nous le cas autour du carnet de santé des Français avec mon espace santé. Donc, on garde le même cadre d'urbanisation et la même logique du rôle des acteurs dans l'écosystème. 2, au vu de tout ce qu'on a fait sur les 3 dernières années, on se dit il y a quand même encore beaucoup de choses à faire et du coup, il faut qu'on se définisse ensemble des objectifs à atteindre d'ici les 4, 5, 6 prochaines années. Et donc, pour faire ça, on va ouvrir là une phase de construction de cette future feuille de route, dont je vais vous dire un peu le calendrier et sur lequel, bien évidemment, vous serez invités à contribuer. On va d'abord travailler à la définition d'une forme d'esquisse de cette feuille de route pour définir les grands axes et un peu synthétiser tous les retours qu'on a pu avoir au cours de ces 3 dernières années en disant « Ah tiens, la prochaine fois, il faudrait qu'on pense à avancer peut-être un peu plus là-dessus. » Ou bien, quand on aura le temps, il faudra qu'on se soucie de cette thématique et de ce sujet. Donc, on va mettre en place cette pièce à casser qu'on a vocation à rendre publique
autour du 14 décembre, donc dans 2 mois très exactement, autour du prochain Conseil du numérique en santé. Et après ça, on va rentrer dans une phase de concertation formelle où l'ensemble des acteurs de l'écosystème seront invités à réagir sur la base de cette esquisse, de cette V0 de la feuille de route. Et on se donne comme date, on va dire, d'atterrissage le mois d'avril ou de mai de l'année prochaine. Et l'objectif, c'est d'atterrir à un document qui soit un peu notre cadre de travail collectif pour les années à venir. Donc, même en amont du 14 décembre, si vous avez des messages clés à nous faire passer, vous avez nos adresses, vous avez nos coordonnées, n'hésitez pas. Et ensuite, vraiment sur le premier trimestre de l'année prochaine, on va vraiment vous inviter à réagir, à intervenir sur nos différents sujets. Donc ça, c'est pour le cadre quelque part à moyen terme, si je peux rebondir sur ce que tu me disais, Émilie, en introduction. Et juste quelques mots, cette feuille de route, bien sûr, elle va rester commune aux sanitaires et au médico-social. On change pas la vision, on change pas la méthode, on change pas le périmètre. Et puis ensuite, on a sûrement des enjeux dans le secteur du médico-social qui vont être spécifiques. Vous allez voir, Anne va nous parler de la vague 2 du Ségur appliqué au champ du médico-social. On a peut-être aussi des enjeux de associer plus largement les acteurs autour de la table. Je pense notamment au département pour qu'ils soient des parties prenantes entières à, la définition de cette feuille de route et demain aussi dans son déploiement et dans sa mise en œuvre. Voilà ce que je peux vous dire de façon très macro et je reste attentive à ce qui va se dire dans le cadre de cette feuille de route parce que ça nous intéresse énormément d'avoir votre avis aussi sur les perspectives de la future feuille de route du numérique en santé appliquée au champ du médico-social. Merci à tous. Merci beaucoup, Ella. Je pense que je ne sais pas si vous pouvez rester en visio, puisqu'on va essayer de voir après nos débats et nos échanges un peu un temps de questions-réponses. Il y a des dates importantes qui sont données. Il y a on dessine un petit peu la prochaine feuille de route. Alors j'avais envie de vous demander, puisque Ella a parlé de vous, Anne, sur le secteur médico-social, comment ça se traduit les perspectives justement de la transformation et du numérique? Comment on va dessiner ça spécifiquement pour le médico-social, à moyen terme déjà? Alors bonjour à toutes et à tous. Alors je vous ferai le cadeau, ça ne sera pas la tribu du slam, du slam du verbe, pardon, et ça sera plutôt la tribune de la DNS, de la CNSA et de la NS aujourd'hui. Alors pour commencer effectivement sur les jalons à 3 mois, il y a la révision de l'instruction 2023 du programme ESMS numérique, mais ça, Denis en parlera après lors de la table ronde. Et effectivement, en perspective à 1 an, un gros travail, un gros sujet sur la vague 2 de la prestation Ségur dans le couloir médico-social. Donc on a toujours, pour reprendre le terme d'ADN dont parlait Ella tout à l'heure, cet objectif et cette ambition de concertation et de co-construction de la préparation de cette vague 2. Donc on a soumis pour concertation jusqu'à fin septembre 2022 ces premières orientations. On est en cours de consolidation. On a d'ailleurs hier eu 2 ateliers pendant lesquels on a réfléchi sur les sujets à explorer et sur les critères à retenir pour prioriser les sujets sur lesquels on va devoir travailler. Donc on a cette échéance pour fin de l'année 2022 pour valider ces sujets à travailler. Et sur le premier semestre 2023, ça sera le lancement, la réalisation des travaux, avec pour deadline une V0 du dossier de spécification de référencement et en ligne d'horizon à octobre 2023 d'avoir publié la version définitive du DSR vague 2 de la prestation Ségur. Alors concernant les thématiques qui serviront de socle pour la définition des exigences du DSR vague 2, qui s'inscrit, encore là je reprends les propos d'Ella, dans la continuité, on est toujours dans cet esprit-là, du DSR vague 1. Alors plusieurs thématiques se dessinent. La première qui concerne l'interopérabilité, l'objectif étant d'améliorer les possibilités d'échange entre le dossier usager informatisé et les outils métiers, par exemple le ROR, via Trajectoire, le portail RPPS+, e-parcours, e-prescription, et de faciliter également leur intégration, on en a parlé lors d'ateliers, au sein du DUI. Un deuxième axe également, la sécurité. L'objectif étant de disposer de socles communs d'exigences sur les sécurités des systèmes d'information à respecter par l'ensemble des éditeurs du secteur.
Une autre thématique autour de mon espace santé, l'objectif étant de permettre un partage plus important d'informations entre le dossier usager informatisé et mon espace santé, par exemple la gestion des contacts d'urgence. Une quatrième thématique qui concerne les fonctionnalités cœur de métier du dossier usager informatisé, avec pour objectif, là, dans ce cas-là, de disposer d'un socle renforcé de fonctionnalités cœur de métier dans les dossiers usagers informatisés, alors soit de socle commun à l'ensemble des domaines du médico-social, par exemple le portail usager, qui est un portail qui permet d'échanger des informations avec la personne prise en charge, ou alors un socle, la définition de socle spécifique pour certains domaines. Et là également, pour illustrer cet objectif, la gestion de l'accueil temporaire pour les secteurs PH et domicile. Une cinquième thématique autour du reporting. Là également, c'est un besoin qu'on a partagé lors des ateliers qui est quand même prégnant, c'est de pouvoir générer automatiquement des données depuis le dossier usager informatisé dans l'objectif d'alimenter également automatiquement les outils de suivi. Donc il y a une volonté de gagner du temps, d'éviter des ressaisies à droite et à gauche par les professionnels. Et enfin, une thématique concernant les exigences européennes, l'objectif étant là de pouvoir intégrer les opportunités mises en place au niveau de l'Europe concernant la e-prescription, la e-dispensation. C'est pour illustrer quand un patient d'un pays A se rend dans un pays B, eh bien, c'est de pouvoir acheter de manière sécurisée des médicaments dans une pharmacie d'un pays de l'Union européenne. Et pour terminer, le Patient Summaries, qui est l'équivalent du volet de synthèse médicale et qui offre aux professionnels de santé la possibilité de disposer, dans sa propre langue, des données de santé du patient qui provient d'un autre pays de l'Union européenne. Donc beaucoup d'enjeux à moyen terme à gérer avec toutes ces données à intégrer dans la vague 2. Et à plus long terme, quelles sont les perspectives alors ? Alors, effectivement, donc là, dans la continuité de ce qu'a évoqué là, donc ça concernera la feuille de route 2023-2027. Donc c'est important, on le dit, on le répète, mais c'est nécessaire, qui sera dans la continuité de la feuille de route 2019-2022. Toujours avec un même cadre de valeurs. Alors bien sûr, il y aura la définition d'un autre cap, avec des jalons structurants. Par exemple, on a pour ambition d'intégrer dans mon espace santé le carnet de santé numérique de l'enfant. Et toujours comme enjeu, et toujours derrière en tête, et ça a été partagé hier lors des tables rondes, c'est partagé lors des ateliers, c'est d'avoir un numérique en santé toujours au service de l'usager. Un numérique en santé qui vise à améliorer le service rendu auprès des professionnels. Donc ce sont vraiment deux enjeux qui nous tiennent à cœur. Et au niveau finalement des axes qui se profilent également dans cette feuille de route 2023-2027, eh bien un premier axe sur le fait de mieux encadrer le numérique en santé, alors que ce soit au niveau de l'interopérabilité. Et là, la partager, c'est décloisonner ce lien entre la ville et l'hôpital. Ça passera notamment, par exemple, avec l'échange de données sous format structuré pour éviter de la ressaisie, encore une fois, par les professionnels de santé, de manière à sécuriser et optimiser la prise en charge des usagers. Ça passera également par un numérique en santé mieux encadré au niveau de la sécurité, et Mathieu en parlera, avec un plan cybersécurité plus, avec la diffusion du guide cybersécurité, avec la mise en place d'audits. Un numérique en santé mieux encadré au niveau de l'éthique. Virginie Magnan l'a évoqué hier, c'est prendre soin de l'usager, et c'est prendre soin aussi des professionnels. Donc ça passera par le fait de définir et structurer des exigences sur l'éthique, sur l'ensemble des secteurs et en lien avec l'évolution des pratiques des professionnels. Et enfin, mieux encadrer un numérique en santé avec la définition d'indicateurs sur le numérique en santé et pourquoi pas intégrer des exigences sur le numérique en santé dans les évaluations des certifications de la Haute Autorité de Santé, des ESMS et dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Un autre axe qui se profile également, c'est de renforcer le déploiement et de faciliter l'accès effectif aux référentiels et services socles auprès des ESMS et au sein des territoires.
Alors pour illustrer cet axe-là, ça va être de réussir une expérimentation que l'on prévoit de mettre en place en 2023 sur les usages de Mon Espace Santé auprès d'une centaine de SMS. Et ça passera également, cet objectif, par le fait de faire entrer dans les pratiques des professionnels et des usagers le numérique en santé. Donc ça passera par un renforcement de cet accompagnement et également par de la formation. C'est un sujet qui a été également abordé lors des tables rondes hier. Et la volonté d'avoir un numérique en santé toujours innovant, un numérique en santé donc, qui pourra accompagner la transformation de l'offre et notamment le virage domiciliaire en intégrant des solutions numériques de télésanté, de téléassistance, par exemple pour la détection des chutes, pour la prévention du risque de dénutrition. Et enfin, pour terminer sur cette feuille de route, il faudra sécuriser le financement, réfléchir à comment pérenniser le financement du numérique en santé au sein des ESMS au-delà du Ségur. Et pour conclure, hier, j'ai entendu parler de paddle, de 4x4, de trottinette pour franchir la rivière. Et de ce que je retiens de tout ça, c'est que finalement, il va falloir en fait avancer, poursuivre et puis réussir collectivement. Collectivement, c'est aussi des choses qui ont été très largement partagées hier et qui sont importantes. Collectivement, c'est pas faire à la place d'eux, c'est pas penser à la place d'eux, mais c'est faire avec et les usagers, avec les professionnels, pour les usagers et pour les professionnels. Donc c'est poursuivre collectivement, c'est réussir collectivement à intégrer dans le numérique en santé les enjeux spécifiques du secteur médico-social et du secteur social. Merci beaucoup, c'est l'aventure collective dont on parlait hier. Merci Anne, vous en avez parlé de la cybersécurité, de la sécurité. Et je me tourne vers Mathieu Faure, vous allez nous parler du guide qui est spécifiquement fait pour ça, parce qu'il faut beaucoup de pédagogie, j'imagine, et puis il y a des actions à mettre en œuvre pour s'assurer cette cybersécurité. Expliquez-nous, présentez-nous un petit peu les choses. Oui, merci beaucoup. Effectivement, je suis ravi de présenter là, ce guide cybersécurité qui sort enfin. Alors la question déjà qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi un énième guide ? Je pense qu'en termes de cybersécurité, on va sur le site de l'ANSSI en fait, ou d'autres, et on a ce qu'ils font. On a la PGSSIS. Voilà. Après, je vous mets au défi quiconque en fait, d'aller dans un établissement et de se dire sinon au niveau de la PGSSIS, vous en êtes comment ? Ça se passe bien en fait ? Et forcément, pour diverses raisons, beaucoup en fait, de ces référentiels d'opposabilité, en fait, de ces documents ont été écrits pour le sanitaire, parce que aussi les risques forcément sont pas les mêmes, et on s'aperçoit que en pratique, les mésusages en fait du coup persistent. Bien sûr, il y a un progrès, ça ne veut pas dire que dans le sanitaire en fait du coup c'est bien mieux, mais en tout cas dans le médico-social, on a quantité en fait de directions d'établissements qui sont tout simplement dépourvues en fait du coup d'outils de savoir où est-ce que je dois commencer, qu'est-ce que je dois faire, où est-ce que je dois me référencer. Et donc en discutant du coup un petit peu déjà avec des établissements, mais également du coup des ARS, il est sorti un guide qui est déjà produit par l'ANSSI à destination des TPE, PME, qui disait quelles sont les 12 bonnes questions que se doivent poser les directeurs en fait du coup de TPE, PME. Et il s'avère que ces établissements, ces ARS grades qui l'utilisaient déjà pour quelques-uns, ils disent moi au moins c'est bien, c'est ma bonne base de travail. Par contre, effectivement, c'est pas à destination de TPE, PME, donc voilà, je dois un peu l'adapter. En fait, du coup, c'est complexe. Et du coup, on se dit, écoutez, avant de commencer à définir 50 exigences, du coup, et peut-être qu'on y arrivera, on sera tout content, finalement, est-ce que nous aussi, on n'aurait pas intérêt à se définir, mais c'est quoi les quelques bonnes questions que se doit poser tout directeur, toute directrice, en fait, du coup, d'établissement. Donc, on a pris ce guide, et du coup, on a essayé de l'adapter. Et alors, comme on a toujours l'habitude de le faire avec nos partenaires de la CNSA, l'ANS, du coup, en fait, la NAP, bien sûr, on a pris des têtes pensantes, des gens très, très intelligents, en fait, on a pris le HFDS, mais surtout, on a pris des usagers, c'est-à-dire du coup on a pris des directions d'établissement, en fait, on a pris des gens dont c'est pas la spécialité. Et l'objectif c'était vraiment d'arriver à mêler, oui, quelles sont des exigences de cybersécurité, parce que c'est un sujet en fait du coup complexe et sérieux, mais également qui parle tout simplement du coup aux professionnels, c'est-à-dire qui s'inspire, qui part des pratiques, en fait du coup usage, pour être bien sûr qu'une fois qu'il va être en les mains de ces gens, il va être compris et donc tout simplement du coup en fait mis en œuvre. Et donc on arrive à ce guide des 13 questions
à destination du coup des directions d'établissements dans le médico-social. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces 13 questions. C'est des éléments très simples en fait sur est-ce que vous connaissez votre parc informatique, est-ce que vous avez mis en place un antivirus, est-ce que vous avez une politique de gestion des mots de passe. Voilà, du coup des choses simples en fait du coup basiques, mais qui sont essentielles et on doit commencer par là. Et donc ce guide qui va être, si ce n'est déjà fait, en fait disponible là, sur le site de l'ANS en fait dans les quelques jours à venir. Et je terminerai sur, pour moi, le plus important. Le plus important, c'est pas le guide. En fait, le guide, c'est bien, c'est nécessaire. En fait, du coup, il le fallait, mais le travail, il commence maintenant. L'objectif maintenant, c'est de se dire, maintenant que du coup qu'on a cet outil, qui n'est pas le seul, mais du coup qui a le mérite d'exister, comment on s'en saisit collectivement pour accompagner les établissements. Parce que c'est bien beau en fait du coup d'avoir sorti un guide, on est très content en fait, il est très beau en plus, c'est super, mais on peut pas simplement du coup dire c'est pas grave, on le diffuse comme ça aux établissements du coup et très bien, et puis ils vont s'en saisir, et puis foum, la cybersécurité en fait du coup va grimper. C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche et vous le savez tous. Et donc tout le travail maintenant qu'il nous reste à faire tous collectivement, ARS, GRAD, CD, collectif et c'est médico-social, les éditeurs, bien entendu, les établissements, les fédérations, en fait, et je parle aussi également du coup en fait pour nous, et on y prendra notre part, ministère, ANS, NSA, en fait, ANAP et tout le monde, c'est comment maintenant de cet outil, on en fait des pratiques. Comment maintenant on va au cœur en fait du coup de ces établissements directement avec eux, on dit ben voilà, sur votre parc informatique, est-ce que vous le connaissez? Oui, non, ben ce guide vous aide, mais nous aussi, on va vous aider grâce à ce guide à progresser sur ces sujets. Donc voilà, donc on a une vraie responsabilité collective en fait du coup sur ces sujets. Je ne vais pas vous rappeler les enjeux du coup en fait qu'on connaît tous, mais voilà, on espère que ce guide, entre autres, permettra d'avancer collectivement sur ça. Merci beaucoup. Alors, vous n'êtes pas inspiré des slammers, mais vous êtes inspiré d'un chanteur simple, basique, le guide. Voilà. Et donc, avec la nécessité, évidemment, de se l'approprier, en fait, et d'agir collectivement à partir de ces 13 questions simples et basiques. Merci beaucoup. Je voulais passer la parole à Denis tout à l'heure. Et là, on a parlé de l'évolution, des évolutions du programme ESMS numérique, et vous allez nous en parler. Mais peut-être un petit rappel sur les ambitions de ce programme avant de dire où on en est et puis de savoir comment ça va évoluer. Oui, comme l'ont rappelé Ella, puis Anne et Mathieu, l'interopérabilité, le développement des usages, mais aussi la cybersécurité sont des enjeux fondamentaux pour accélérer le numérique dans notre secteur. Et notre conviction collective, c'est que au cœur de ces enjeux, on a le dossier usager informatisé. Ce dossier qui centralise l'ensemble des informations du parcours, que ce soit des personnes âgées, des personnes en situation de handicap ou encore des personnes qui rencontrent des difficultés spécifiques. Et ce sont des informations tout aussi bien d'ordre de l'accompagnement de santé qu'administratif. Donc il y a un invariant dans notre ambition, c'est que le programme ESMS numérique s'inscrit dans la stratégie nationale définie par la délégation du numérique en santé et dans sa trajectoire qui est décrite par sa feuille de route pour moderniser la gestion du parcours. Alors cette ambition, c'est aussi d'embarquer, de faire bénéficier plus de 36 000 établissements d'aide à l'équipement et d'aide à l'utilisation effective du dossier usager informatisé au travers d'environ 1400 projets. Et alors, où est-ce qu'on en est actuellement? Où on en est? Alors, nous avons collectivement enclenché la phase de généralisation du programme en début d'année. Et 2023, c'est une année charnière, alors pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est une année de montée en charge. On s'inscrit un peu dans la continuité aussi, comme pour la feuille du numérique en santé. Alors, si je devais citer 2 enjeux principaux pour le programme, le premier, c'est de continuer à embarquer tous les établissements qui sont partie prenante à des projets pertinents dans le programme. Et le deuxième, c'est de concrétiser l'atteinte des objectifs, des cibles d'utilisation, que ce soit du dossier usager informatisé que des services socles. Et pour cela, alors, nous avons plusieurs principes qui guident notre action. Le premier, c'est de vraiment garder le cap de cette transformation d'ampleur en se donnant les moyens d'agir, que ce soit sur le plan financier que sur le plan des ressources affectées au programme.
Le deuxième, c'est de maintenir toujours l'équité et aussi l'équilibre dans les financements alloués. Et enfin, un dernier principe que je voudrais citer, c'est de maintenir un cadre aidant, de prendre en considération toute la diversité des situations qui caractérisent notre secteur, tout en limitant la complexité. Et alors, on est toujours sur une méthode qui repose sur la co-construction dont on parle depuis hier, à chaque minute quasiment. Oui, parce qu'on cherche cette convergence entre l'équipe nationale et les différentes parties prenantes, que ce soit les ARS, les fédérations, les éditeurs, pour tracer finalement ce chemin à travers cette rivière que l'on évoque depuis hier. Alors, le programme SMS numérique avait été conçu au départ sur un constat sévère, un constat de retard important de notre secteur sur l'équipement et le développement des usages. Et ce qu'on constate aujourd'hui, et ce que je voudrais souligner, c'est qu'il faut nuancer ce constat, puisque ce qu'on voit, c'est que les établissements ont largement démontré leur capacité à s'emparer du virage numérique. Aujourd'hui, dans le programme, on compte plus de 260 projets qui embarquent près de 7000 établissements. Donc il faut vraiment aussi trouver des nouvelles orientations à notre action. On lutte contre les préjugés, parce qu'on disait le secteur pas mature, finalement, il l'est, et puis les projets se multiplient, comme vous le dites. Et alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quelles sont les évolutions de ce programme? Alors, il y a plusieurs évolutions qui se dessinent et qui vont certainement figurer dans la future instruction SMS numérique à venir, ce document qui constitue le cadre de référence du programme. Alors, je vais en développer 4. La première évolution que l'on envisage d'apporter au programme, c'est dans l'optique de faire branche, parce que la branche autonomie, c'est aussi des structures d'aide à domicile, c'est de nombreuses structures d'aide à domicile, et donc nous souhaitons renforcer la place des conseils départementaux dans la gouvernance régionale du programme aux côtés des ARS. La deuxième évolution, c'est celle de la simplification. Alors, la simplification, ça a été beaucoup abordé aussi ce matin en atelier. Très concrètement, ça va être à partir de l'année 2023 la suppression de l'obligation du recours au système d'achat dynamique pour tous les porteurs. Alors on simplifie, mais on garde quand même un cadre aidant. En pratique, donc ça va consister quand même à une mise à jour du cahier des charges national pour qu'on puisse quand même continuer à proposer un outil aux porteurs entre l'expression de leurs besoins et la solution des 8 choisis. Alors une autre évolution que l'on veut apporter au programme, c'est de renforcer la place du référencement Ségur, puisque notre conviction aujourd'hui, c'est que le référencement Ségur, ça fonctionne, c'est positif pour l'évolution de l'offre logicielle. Donc c'est quelque chose que l'on veut vraiment intégrer pleinement dans le programme. En pratique, très concrètement, ça veut dire qu'à partir de 2023, l'ensemble des porteurs vont devoir s'engager à choisir une solution DUI référencée Ségur, y compris en acquisition. Voilà. Et la dernière évolution que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, et qui n'est pas des moindres, c'est celle de fluidifier les financements. Alors ça peut paraître très technique, mais on estime que c'est une condition de réussite des projets et donc du programme. Pourquoi ? Parce que la bonne temporalité en termes de sélection des projets et en termes de démarrage de projet, c'est aussi très important à la fois pour les porteurs, pour les éditeurs et pour les financeurs. Donc je voudrais passer aussi un message aux porteurs potentiels, c'est de ne pas attendre et dès que leur projet est prêt, de déposer leur candidature en région, et pour les inciter en ce sens qu'on envisage de mettre en place dans l'instruction numérique SMS numérique à partir de 2023. C'est de mettre en place en quelque sorte 2 fenêtres de financement
avec des objectifs d'allocation des enveloppes régionales pour chacune de ces 2 fenêtres. Ce qu'on vise, c'est que les projets soient instruits, sélectionnés et démarrent au fil de l'eau et pas en fin d'année, comme on peut le constater pour la plupart des porteurs aujourd'hui. Merci, le message est lancé. Hein. Si on est prêt, on y va, on se lance et on n'attend pas, je ne sais pas quoi, mais on n'attend pas et on va chercher les financements et on lance les projets. Merci beaucoup, Denis, sur ce programme. Je me tourne vers vous, Anne Laurin, parce que vous avez suivi le déploiement, l'expérimentation de Mon Espace Santé dans les établissements de santé et ça serait intéressant de revenir dessus. Depuis 1 an et demi, ça se développe pour savoir quels enseignements on peut en tirer pour le secteur médico-social, faire un petit peu la transposition. Bonjour à tous. Déjà, voilà, c'est que des bonnes nouvelles qu'on vient d'entendre. Et donc cette expérimentation qui a démarré il y a déjà quelques mois de 150 établissements de santé pilote Mon Espace Santé répartis sur l'ensemble du territoire, dans un moment où justement on commence là à avoir des solutions référencées Ségur déployées sur les établissements. Et pourquoi c'est intéressant, je pense, de faire ce retour aujourd'hui, c'est parce qu'on voit qu'on commence à avoir de belles avancées dans le sanitaire, que forcément il y a un lien entre ces structures qui adressent des patients aux établissements médico-sociaux, et donc il y a un fort enjeu, et ça ne peut qu'être un levier pour les structures médico-sociales que d'avoir sur leur territoire, dans leur parcours, des établissements sanitaires déjà embarqués. Donc on va aussi pouvoir s'appuyer là-dessus. Alors concrètement, aujourd'hui, si je reviens sur ces derniers mois, on a un certain nombre de parcours et de cas d'usage qui se sont déployés très concrètement. D'abord sur tout ce qui va être parcours, usage médico-administratif. Donc c'est ce qui engendre le plus de flux, je dirais, d'automatisation, avec tout ce qui va être rappel de rendez-vous, envoi des convocations, questionnaire de satisfaction lié à la prise en charge, rappel justement des questionnaires e-Satis, et tout ce qui va être consigne en pré- et en post-hospitalisation, possibilité pour les structures de partager justement leur livret d'accueil de façon dématérialisée. Voilà, ça c'est vraiment un premier pilier. Le deuxième, c'est tout ce qui va être médical, donc suivi médical, je vais y revenir, et je dirais réglementaire avec l'ensemble des documents de sortie, et là l'alimentation en masse du dossier médical avec les lettres de liaison, compte rendu hospitalier, etc. Sur la partie suivi médical, ce qui est très intéressant, ce qui fonctionne bien et qui apporte rapidement de la valeur ajoutée aux équipes, c'est tout ce qui est suivi de maladies chroniques. Typiquement, voilà, on a du coup beaucoup d'interactions entre professionnels et patients, beaucoup d'échanges au long cours, sur des parcours dialyse, sur des parcours BPCO, sur des parcours suivi de diabète. Enfin voilà, on a plein d'exemples qui montrent que ça peut permettre déjà aux patients d'éviter certains allers-retours vers l'établissement parce que le praticien va pouvoir lui partager une ordonnance et par exemple pour les dialyses, voilà, il peut y avoir des allers-retours très fréquents, les hôpitaux de jour aussi en oncologie, tout ce qui est partage des plannings de chimiothérapie, le fait de savoir qu'on peut recevoir un message avec le OK chimio et donc je me rends à l'HDJ pour effectuer ma chimio, mais si c'est un chaos, bah au moins voilà, je peux rester chez moi, je ne me suis pas déplacée. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc vraiment, tout ce suivi de maladie chronique fonctionne bien. On a des parcours aussi, comme le parcours de maternité, un suivi de grossesse qui là aussi fonctionne très bien, et tout ce qui va être chirurgical avec consultation d'anesthésie, etc. Donc ça, c'est vraiment très important. On a aussi des parcours et des cas d'usage qui n'amènent pas de retour patient au travers de la messagerie citoyenne. Donc il y a vraiment tout un champ des possibles qui s'ouvre et aussi pour faire le parallèle avec des acteurs que vous connaissez bien dans le secteur médico-social, c'est les assistantes sociales. On voit aussi dans ces retours qu'il y a un certain nombre de piliers ressources en établissement qui sont mis en valeur. C'est les secrétaires médicales, les secrétaires administratives et les assistantes sociales. On a beaucoup de retours là dans les rétex
d'assistantes sociales qui ont pris le lead sur ces sujets. Et ce que je voulais vous partager aussi, c'est que la conclusion de ces rétex, c'est peut-être aussi que mon espace santé, aujourd'hui c'est une réalité et il faut en faire un projet d'établissement. Il y a très souvent la problématique de ressources en établissement pour gérer les projets. Vous avez déjà tous dans vos structures des équipes projets. Moi je pense évidemment au sanitaire sur tout ce qui est certification HAS. Il y a peut-être un équivalent dans le médico-social. Donc mettre mon espace santé dans ce projet avec la notion de patient traceur, faire que mon espace santé ce soit dans le projet d'établissement, dans le schéma directeur des systèmes d'information, voilà, ça doit entrer pleinement et c'est pas juste je dirais une action à un moment donné là maintenant, ça doit être en continu dans l'ensemble de la chaîne et donc dans l'ensemble du parcours établissement vers établissements médico-sociaux. Et une question sur l'inclusion numérique, parce qu'on en a parlé d'ailleurs hier, il y a toute une acculturation à avoir. Est-ce qu'il y a un accompagnement qui était prévu et comment ça se passe? Comment on peut imaginer ça pour le médico-social? Complètement. Donc, dans, je dirais, la grande marge de progression à faire, le constat à date, il est qu'il y a encore une trop grande méconnaissance de mon espace santé, à la fois chez les usagers et les professionnels. Donc, on l'a vu sur l'expérimentation. Plusieurs enjeux passés déjà par la commission médicale d'établissement. Donc, voilà, s'il y a un équivalent dans les structures médico-sociales, c'est un levier déjà de départ indispensable. Et sur le secteur, je dirais, le pan usagers. Là, la commission des usagers, on a eu de très bons retours quand ils sont impliqués. Certains sont même allés jusqu'à faire des ateliers, animer des stands dans l'établissement. Enfin, ils sont généralement extrêmement partants pour se mobiliser et être acteurs dans la vie de l'établissement. Et très concrètement, sur l'ensemble du territoire, le dispositif qui se met en place progressivement, c'est le dispositif des coordinateurs Mon Espace Santé. Donc, il y en a 18, un par territoire. Je crois qu'on en est à 15 sur les 18 recrutés actuellement. Et leur rôle, ça va vraiment être de recruter des ambassadeurs Mon Espace Santé, d'animer ce réseau, sachant que sur les territoires, il y a déjà des associations de l'inclusion numérique. Je pense aussi aux maisons France Service, aux conseillers France Service. Enfin, il y a un certain nombre aussi de partenariats qui se sont noués entre différentes associations et la DNS, voilà, la Croix-Rouge, le groupe SOS. On a plein d'associations embarquées. Et le but, ça va être d'animer, de pouvoir capter sur l'ensemble des territoires les rendez-vous, les événements, Mon Espace Santé qui sont prévus pour que ça puisse toucher le plus grand nombre et que vous puissiez, dans vos structures, savoir à qui vous adresser pour sensibiliser les usagers et encore une fois aussi sensibiliser vos professionnels. Merci beaucoup, Anne. Beaucoup de choses positives, des choses aussi à faire et à construire en écho avec ce qui s'est passé là sur Mon Espace Santé. Alors, on a fait le tour de pas mal de choses. Pour conclure, Claire, ça serait bien de nous dire, dans les prochaines années, c'est quoi le défi majeur sur le numérique en santé? Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je pense qu'on est tous d'accord que le défi majeur, c'est l'usage, l'utilisation, l'intégration de tout ça dans nos pratiques quotidiennes, comme si c'était complètement natif, le numérique. Vous avez pu le voir, il y a eu beaucoup de mobilisation des pouvoirs publics, beaucoup d'investissements pour faire en sorte qu'on mette en place des fondations pour vous permettre de disposer d'un logiciel, d'un DUI qui est sécurisé, qui est communicant, pour vous permettre ainsi de partager sur la prise en charge des usagers tout au long de leur parcours de vie. On parlait aussi des enjeux de la cybersécurité, de pouvoir se prémunir des risques en matière de sécurité. Mais vraiment, on n'est qu'au début. On est au début d'un long chemin où l'enjeu principal, c'est de pouvoir utiliser tout ça. Dans un contexte qui n'est pas facile, que ce soit au niveau des ESMS, vous le dites souvent, vous avez beaucoup de mal à recruter vos soignants. Vous avez dû faire face à 2 ans de période Covid, qui n'était pas facile pour tous. Pas facile aussi pour les éditeurs, qui ont du mal à recruter des développeurs, recruter les équipes qui vont bien par rapport à toute la pression qui leur est mise pour produire des logiciels et construire avec vous des logiciels qui vont bien et qui vont répondre aux besoins des usagers. Et donc, par rapport à tout ça, voilà, il y a vraiment besoin de se mobiliser collectivement pour que ça s'intègre dans vos pratiques,
avec aussi un enjeu majeur, c'est que voilà, on décloisonne, hein, on est complètement dans le décloisonnement, donc il y a un enjeu de transformation vraiment globale, de travailler différemment en se servant justement de l'usage des outils numériques. Et ceci avec vous, les établissements, les ESMS, donc les établissements et structures médico-sociales et sociales. Vous êtes très très nombreux, hein, plus de 42 000 structures en France, donc c'est un énorme travail à faire collectif. Vous avez beaucoup parlé de la collectivité. Alors juste vous dire, vous n'êtes pas seul. Surtout, on sait que c'est un gros travail. Alors sur qui vous pouvez compter ? Alors d'abord, vous pouvez compter sur vos éditeurs. Hein. Vos éditeurs, ils doivent vous accompagner dans la prise en main des logiciels, dans la formation, vous aider à mieux intégrer, à mieux vous poser les bonnes questions en matière d'identité-vigilance, en intégrant l'identifiant national de santé, l'INS. Vous aider aussi dans vos commandes pour vos moyens d'identification électronique. Voilà, les éditeurs sont là et dans le programme Ségur, on a bien prévu qu'il y ait du financement aussi pour cet accompagnement-là. En deuxième lieu, sur qui vous appuyez ? Sur les ARS, les groupements régionaux au développement de la e-santé, qui ont vraiment en charge tout l'accompagnement dans les territoires du déploiement de la e-santé au sens large, hein, donc sanitaire et médico-social, et qui sont vraiment là pour vous apporter un appui. Troisième lieu, les fédérations, les collectifs SI médico-sociaux qui sont vraiment là en relais. Voilà. Et donc vraiment n'hésitez pas à les contacter, à vous appuyer sur eux. Au niveau national, on est aussi mobilisé pour aider tout cet écosystème. Rien qu'à l'ANS, on a une équipe de 5 personnes qui sont là pour accompagner le secteur médico-social. On est aussi très mobilisé pour accompagner les industriels, hein, qui adressent le secteur sanitaire et médico-social. Voilà. Et tout ça, pourquoi ? Pour vous aider, pour vous informer, favoriser l'accompagnant, favoriser le retour d'expérience. Hein, on parlait tout à l'heure des expérimentations qui vont se mettre en place sur mon espace santé pour travailler au travers de cas d'usage, avec vous, avec les collectifs, hein, pour favoriser ce retour d'expérience autour de cas d'usage. Également, on parlait, tout à l'heure tu disais, Mathieu, tu parlais du guide cyber là, qui se présente aux ESMS. C'est voilà, comment vous allez l'intégrer, si on voit ce qui se passe sur le sanitaire, dans tout l'accompagnement cyber, il y a des jeux qui se mettent en place, hein, des serious games pour donner l'envie, pour sensibiliser. Alors ça vous paraît peut-être très loin, vous dites attendez, mais on a déjà tellement à faire, voilà. Mais il y a plein de petites méthodes là, sur la conduite du changement qui marchent pas mal, qui donnent l'envie de faire. Et voilà, l'idée c'est qu'on soit tous sur ça. Voilà, et puis la formation bien entendu qui est importante. Voilà, j'ai envie de dire pour conclure, restons tous collectivement mobilisés au service des professionnels, au service des usagers. Et puis j'en profite, comme j'ai le mot de la fin, aussi pour remercier tous ceux qui ont organisé cet événement, pour favoriser ce partage d'expériences, et vous remercier tous d'être venus, de vous être déplacés là sur un jour et demi, voilà, pour aussi partager vos expériences. Merci beaucoup et merci pour ce beau mot de conclusion. Hein, de nombreux enjeux, mais beaucoup de ressources aussi et d'appui à disposition. Il nous reste un petit moment, si vous avez envie peut-être d'échanger encore. On a quelques minutes. Je ne sais pas s'il y a des questions en écho à ce qui s'est dit. Je vois déjà une main se lever par là, le temps que le micro arrive jusqu'à vous, puisqu'on a présenté pas mal de choses sur les perspectives. Ça dessine bien le chemin qui va être à faire dans les années qui viennent. On vous écoute. Bonjour, Romain Marion, Fédération Santé Habitat et Fédération Addiction. Vous avez parlé de la co-construction avec les fédérations, avec les établissements médico-sociaux et du besoin de s'associer au quotidien sur les usages pour pouvoir construire les produits et le programme de demain. On a parlé de cybersécurité, on a parlé d'urbanisation, on a parlé de DSR, etc. Aujourd'hui, nos ressources SI, elles sont conditionnées à des appels à projets liés avec un projet en particulier. Donc nous, on a aussi un enjeu de pérennisation des fonctions SI dans nos ESMS. Donc comment vous envisagez peut-être de nous accompagner sur la pérennisation de ces fonctions-là ? Alors, qui peut répondre sur la pérennisation des équipes ? Alors, c'est sûr qu'on peut peut-être pas avoir toutes les réponses à tout parce que les chantiers sont en cours, mais quelques petits mots. Je ne sais pas si Anne ou voir comment on peut accompagner
cette durabilité. Je pense qu'on va le faire, on va le faire à deux voies. Effectivement, je pense qu'il y a deux réponses à apporter à ça. La première, c'est qu'effectivement, dans la perspective de la feuille de route 2023-2027, j'ai bien évoqué le fait de sécuriser le financement, au-delà du Ségur. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément auquel je pense, Mathieu, c'est aussi la mutualisation, l'expérimentation en fait sur les référents SI. Oui, alors, en fait, c'est ça. Il y a deux choses à prendre en compte. Effectivement, il y a on va dire, l'enjeu de sécurisation du coup d'un montant financier qui va permettre aux établissements tout simplement de continuer à faire sa démarche. Et puis la seconde question qu'on est déjà en train de se poser, et je pense qu'une partie des ateliers en fait était déjà dans ce cadre-là, c'est de co-construire en fait du coup le prochain programme avec vous. Mais là, moi, du coup, j'ai pas à l'heure actuelle, en fait, du coup, pas d'idée de encore comment, qui, quoi, quel montant, qu'est-ce qu'on va faire, en fait. Mais très sincèrement, bien sûr qu'on a ça en tête, bien sûr qu'on commence déjà à le préparer, et que l'objectif, c'est pas simplement, mais c'est très important de sécuriser, en fait, du coup, ces financements, mais pas simplement juste tout bête de dire, voilà, écoutez, quelques millions, mais dire, mais en fait, c'est quoi maintenant vos besoins, vos priorités, en fait, du coup, comment on arrive à le financer? Et effectivement, est-ce que ça doit passer, en fait, du coup, par de la mutualisation, par de l'inscription, en fait, du coup, de ressources RH? Je sais pas, on va voir, mais clairement qu'on a ça en tête, qu'on y travaille déjà. Une fois de plus, ces ateliers, déjà, entre autres, étaient là pour ça, et qu'on va continuer à vers pour à l'horizon en fait du coup de la fin du programme SMS numérique et du Ségur, avoir un nouveau beau programme du coup en fait de financement qui va arriver construit avec vous. Oui, donc la co-construction c'est maintenant, mais je vous remercie déjà d'anticiper ces besoins-là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors j'en profite pour, si vous avez un petit moment, vous pouvez flasher le QR code pour donner votre avis sur tout l'événement, ça aide pour construire après la suite. Est-ce qu'il y avait d'autres questions en écho avec tout ce qui a été présenté ce matin? Je ne vois pas de main se lever. Des questions ou des témoignages? Ou des témoignages, ou des remarques, ou, on est preneur. C'est le moment, il nous reste 5 minutes. Non? Ça veut dire que vous avez été très complet, très efficace sur la communication. Écoutez, j'ai envie de vous remercier et puis de vous remercier tous pour ces premières journées nationales. Alors, vous pouvez en effet donner votre satisfaction là sur le QR code je vous donne tout de suite la parole. Et puis aussi, juste simplement, à niveau pratique, vous aurez tous les supports de présentation qui sont sur le site isanté.gouv.fr. C'est le début de l'aventure, mais je laisse le mot de la conclusion. Juste Émilie, oui. Qui a insisté, vraiment répondez à l'enquête de satisfaction. C'est important. C'est très important parce que pour préparer les journées suivantes, on a vraiment besoin d'avoir votre retour. Voilà. Merci beaucoup à tous. Odile, bravo. On peut applaudir les intervenants. Vous pouvez rester là pour le mot de la conclusion. Juste vraiment deux mots de conclusion. Oui, effectivement, j'allais dire combien il était important de répondre à cette enquête de satisfaction. Merci d'abord, Émilie, de nous avoir aidés à animer ces 2 journées. Un grand merci aussi à Manon et Sophie de l'ANS et plus généralement à toutes les équipes de l'ANS, de l'ANAP, de la DNS qui ont travaillé dans l'ombre pour vous recevoir pendant ces 2 jours. Un grand merci aussi aux équipes de la CNSA sans qui tout ça n'aurait pas été possible. Et puis bien sûr, un grand merci à vous tous, ici présents, à tous ceux qui étaient là hier. Merci pour votre engagement, pour tous vos messages de soutien qui font vraiment chaud au cœur. On se dit qu'on est dans la bonne direction et tout ça c'est grâce à vous et malgré la pluie, malgré le Covid, malgré les pénuries d'essence, malgré le feu dans le métro ce matin, voilà, vous avez réussi à venir, vous êtes là et on vous en remercie beaucoup et moi je voudrais qu'on vous applaudisse tous, que vous vous applaudissiez pour votre engagement, pour votre présence, pour tout le sens que vous nous aidez à donner. Alors là, on partage donc les magnifiques photos pour lesquelles Morgane et Sophie ont remis les prix hier soir. On remercie bien sûr tous ceux qui ont joué le jeu de cette aventure du numérique avec ces jolies photos. On va les publier sur le site de l'ANS, je pense. Non, je sais pas. On va voir ce qu'on va faire. Enfin, en tout cas, on va les garder. Ça fait partie de nos pépites.
Donc oui, le questionnaire de satisfaction, très important, parce que ces 2 jours ont permis de concrétiser la communauté du numérique dans le médico-social. Cette communauté, elle est en train de naître, elle ne demande qu'à grandir, et nous, on aimerait bien pouvoir continuer l'aventure avec vous, pouvoir se revoir l'année prochaine. Donc on va y travailler, on va travailler à faire en sorte que ça devienne à nouveau possible l'année prochaine. On espère que vous serez encore plus nombreux. On espère qu'on pourra y associer notamment les conseils départementaux, qu'on pourra associer des usagers, qu'on pourra parler des usages. Ça a été beaucoup dit, hein, on aura avancé, on aura tourné quelques pages tous ensemble et on sera sur les usages. Donc merci encore à tous de nous aider à faire progresser le numérique dans le médico-social. C'était le mot de la conclusion. Merci beaucoup. Et c'est comme ça que les journées nationales se terminent. Merci à tous.